d'être parmi nous pour cette table sur l'innovation. On va parler du rôle des chimistes en matière d'innovation, mais avant d'ouvrir le débat ensemble, on va regarder un petit film qui vous redonne, je dirais à tous, l'essentiel à savoir en matière d'innovation sur la chimie en France. On regarde. En 2030, le monde comptera 8,3 milliards d'habitants. 50% manqueront d'eau, 60% habiteront en ville. D'ici 15 ans, les besoins en nourriture augmenteront de 35%. Ceux en énergie de 50%. Internet représente déjà plus de 8% de la consommation mondiale d'électricité. Face à ces défis, la capacité d'innovation de l'industrie chimique est essentielle. En France, 1,54 milliard d'euros est consacré à la recherche et au développement, soit 9% de la valeur ajoutée du secteur. 12 000 personnes travaillent en recherche et développement, dont près de 45% de chercheurs. 2426 brevets en 2012. Des atouts, un personnel hautement qualifié, l'excellence de la recherche fondamentale, des partenariats publics-privés dynamiques, une politique fiscale incitative. Et demain, comment booster l'innovation ? Comment booster l'innovation? Ce sera une des questions que nous allons échanger ensemble. Mais avant de revenir sur le comment, déjà, nous pourrions nous interroger sur le titre même de cette table ronde. On entend les chimistes moteurs d'innovation. Alors, moi, je me tourne vers vous, Monsieur Bigot et Monsieur Fouque. Je commencerai par Monsieur Bigot. Quelle place donnez-vous aux chimistes en matière d'innovation? Comment est-ce que vous percevez ce rôle des chimistes aujourd'hui en matière d'innovation? Le CEA a des métiers bien particuliers. Il a, je dirais, 4 grands métiers qui sont, comme vous le savez, dans le cadre d'une stratégie de créer de la valeur, de la recherche à l'industrie. Le premier métier, c'est les énergies nucléaires et les énergies renouvelables. Le second métier, ce sont la micro et la nanoélectronique au service des technologies de l'information. Les troisièmes, ce sont les technologies de la santé, et enfin, comme chacun le sait, la dissuasion nucléaire et les préventions des menaces terroristes. Et dans ces 4 métiers, la chimie est vraiment au cœur de nos métiers, et ce sont des métiers d'innovation, donc la chimie est au cœur de l'innovation. Je peux multiplier les exemples. Dans le premier cas, par exemple, l'extraction de l'uranium, qui est évidemment la base de la filière, on a mis au point avec les chimistes aujourd'hui des molécules d'extraction qui améliore considérablement la capacité que l'on a à faire appel à des mines de concentration de plus en plus faible. Et cela avec des impacts environnementaux de plus en plus réduits. C'est vrai aussi dans le domaine des énergies renouvelables, où, par exemple, on a réussi à développer des piles à combustible qui, avec une génération de nouvelles plaques bipolaires, permettent d'obtenir des rendements qui sont 30% meilleurs à ceux que l'on avait ne serait-ce qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc je ne vais pas décliner, bien évidemment, mais juste pour vous illustrer que c'est vraiment le cœur de notre métier et nous attachons beaucoup de prix à effectivement encourager l'innovation chimique. Peut-être pour moi la plus belle réussite que l'on puisse avoir depuis quelques années, c'est ce développement aujourd'hui du standard de la microélectronique qui provient effectivement grâce aux chimistes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le FDSOI, c'est-à-dire effectivement silicium sur isolant, ou comme vous l'avez peut-être appris il y a quelques jours, les 2 grands du monde, ST Microelectronics de l'autre côté et Samsung, viennent d'adopter cette technologie qui repose essentiellement par la maîtrise qu'ont eu les chimistes de pouvoir faire des empilements à l'échelle nanométrique. Voilà quelques exemples que je voulais vous donner, vraiment, sans pousser trop loin effectivement la démonstration. La chimie est au cœur de notre métier. Donc la chimie au cœur de votre métier, en tout cas au sein du CEA, et la preuve est donnée très simplement. J'aimerais maintenant regarder du côté du CNRS. Ça semble intéressant, on a parlé depuis ce matin, on l'a vu d'ailleurs avec l'intervention de Laurent Alexandre, il y a des mutations absolument considérables dans tous les domaines, sociaux, économiques, environnementaux. Et ce qui nous intéressait, c'était de connaître, vous, votre point de vue sur l'évolution même du rôle des chimistes et de l'innovation et dans l'innovation face à l'ensemble de ces mutations. Est-ce que vous avez vu leur profil et leur mission changer de manière considérable au cours de ces dernières années?
Absolument considérable, oui, tout à fait. Sur le plan de la recherche de base, recherche fondamentale, c'est le rôle du CNRS, ce qui ne veut pas dire que cette recherche est seulement amont et n'aura pas d'application, bien au contraire, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Donc le point de vue d'un responsable d'organisme de recherche fondamentale, c'est qu'effectivement, nous avons pu voir au cours typiquement la dernière décennie, les évolutions considérables du métier du chimiste lui-même et de la façon dont le chimiste le chercheur en chimie appréhende les réalités auxquelles il a à faire face et qui sont effectivement liées à des mutations sociétales importantes. Je pourrais citer le fait qu'aujourd'hui, très spontanément, les chimistes sont au cœur de tous les défis concernant les grands sujets de société, énergie, climat, vieillissement, le numérique, et j'en passe. Être au cœur des recherches et de ces défis de société, c'est se transformer en un chercheur qui va chercher de plus en plus à travailler avec les disciplines voisines. L'interdisciplinarité en chimie a toujours été extrêmement importante. Le chimiste a toujours été quelqu'un qui, aux frontières, du côté de la physique, de la biologie par exemple, travaillait énormément en collaboration. Ce qu'on voyait encore autrefois, il y a peut-être 10 ou 20 ans, c'est un chimiste. Évidemment, les chimistes sont ceux qui connaissent et qui savent ce que c'est qu'une molécule. Alors, le chimiste fabriquait les molécules, fabriquait les matériaux, et très souvent, dans des laboratoires un peu mélangés, un peu mixtes ou interdisciplinaires, le chimiste donnait ce matériau-là qui était utilisé, étudié par le physicien, etc. Je suis frappé de voir dans les congrès internationaux aujourd'hui de chimie, que le chimiste fait tout. Le chimiste fait tout. Il s'est transformé en physicien, en biologiste. Il a tout appris. Il utilise les grands instruments. Voilà. Donc, interdisciplinarité et grands sujets de société parce que c'est nécessaire, parce que c'est transverse. C'est une évolution considérable. Et puis la mondialisation. Mondialisation, c'est la tarte à la crème. Mais la mondialisation a des effets. Au CNRS, les signatures de publications qui portent la marque CNRS sont pour plus de 50% co-publiées avec des chercheurs étrangers. On participe de façon extraordinaire à la circulation des cerveaux et des idées. On est, en quelque sorte, partout, avec des implantations, on en parlera tout à l'heure, à l'international. Cette présence à l'international des chercheurs en chimie, CNRS et universités, et partenaires naturellement, est quelque chose de tout à fait prégnant qui s'est énormément développé ces dernières années. Alors ça, la pluridisciplinarité, c'est effectivement un des points forts, et vous venez de le souligner. Ce qui semble également émerger, en tout cas s'accentuer, c'est également le lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et on y reviendra plus en détail tout à l'heure sur des questions de ces fameux PPP, ces partenariats publics-privés qui donnent lieu à d'excellentes innovations. Mais c'est vrai qu'on voit quand même non pas qu'il y ait eu une rupture, mais en tout cas on voit des liens se tisser de plus en plus forts. Je crois que vous êtes assez d'accord pour le dire sur cette... Absolument, on en parlera tout à l'heure, mais ça c'est aussi évidemment les ouvertures interdisciplinaires, à partir du moment où on parle d'ouverture et qu'on fait de la chimie, voilà, comment voulez-vous qu'on ne travaille pas avec nos partenaires industriels de façon de plus en plus intensive? Très bien. Alors maintenant, on va prendre l'innovation sous un autre angle, qui est celui de la compétition internationale. On parle de globalisation, on parle de concurrence accrue. Aujourd'hui, on sait que l'innovation est un facteur clé de différenciation. Et ce qui nous intéresse ici avec vous, et je pense aux industriels qui nous ont rejoints là autour de cette table, je me tourne vers vous, Monsieur Clamadieu, c'est comment, dans cette course mondiale, accéléré, où vraiment il n'y a pas de place au doute. Comment vous arrivez à tenir votre rôle de leader, à tenir la distance, et quelle stratégie justement d'innovation mettez-vous en place? Peut-être juste avant le comment, un tout petit mot sur le pourquoi, pour rappeler d'ailleurs ce qu'a très bien dit Kurt Bock dans son intervention. La chimie, en particulier la chimie européenne, aujourd'hui est face à un énorme défi. Nous avons perdu énormément de compétitivité par rapport à nos concurrents américains depuis quelques années grâce au développement massif que tout le monde connaît aujourd'hui des gaz de schiste, qui a permis à ces concurrents d'avoir un accès à l'énergie et aux matières premières qui nous met dans une situation de désavantage réel. Et la réponse stratégique d'un groupe comme Solvay, je pense qu'un certain nombre de mes collègues ont des approches très voisines, c'est effectivement de déplacer progressivement et dans certains cas relativement vite, notre portefeuille d'activité vers des métiers dans lesquels la différenciation se fait grâce à l'innovation, grâce à la qualité des hommes. Et c'est effectivement pourquoi,
pour un groupe comme Solvay, aujourd'hui, l'innovation est une priorité stratégique. Nous sommes engagés dans une stratégie de croissance. Un tiers de la croissance que nous attendons à horizon de 4 ou 5 ans sera lié à notre capacité d'innovation. Dans notre chiffre d'affaires aujourd'hui, un quart des produits sont des produits qui ont moins de 5 ans. Et donc pour nous, c'est vraiment essentiel de gérer le mieux possible cette innovation. Alors quelques thèmes pour répondre à votre question sur le comment. Comment, alors d'abord, nous avons fait le choix, dans une organisation du groupe qui est décentralisée, parce que nous avons beaucoup de métiers, de laisser nos business gérer à peu près 80% de nos moyens de recherche et d'innovation. Donc ça nous permet d'avoir effectivement un alignement très fort entre les besoins de nos business et les projets sur lesquels travaillent nos équipes de recherche et développement. Les 20% restants, eux, ils sont gérés effectivement par le corporate avec une vision de développement de compétences, de développement sur des métiers ou des projets dans lesquels nous pensons que les défis sont plus difficiles à relever, donc plus de ce qu'un corporate peut apporter, alors que nos business, par nature, ils ont des préoccupations qui sont plutôt de court et de moyen terme. Second thème très important, et ça fait référence à la fois à votre question et à ce que disaient mes deux voisins, l'open innovation. Cette conviction qu'on ne peut pas faire de la recherche avec des portes et des fenêtres de laboratoires fermés, mais qu'au contraire, il faut que nous soyons proches de nos clients, de nos fournisseurs, des grands organismes de recherche, et que nous soyons capables de nous insérer dans un réseau d'innovation qui va très très au-delà des frontières de l'entreprise. Pour nous, c'est vraiment un challenge. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Je suis loin de penser que nous ayons été au bout de cette démarche, mais elle est vraiment clé. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis ensuite, dernier point peut-être, l'innovation, c'est aussi le sujet chez nous de démarche d'excellence, ce qui veut dire tout simplement qu'on cherche à progresser tous les jours dans la manière de gérer notre innovation, dans la manière de gérer notre portefeuille de projets. Un groupe comme Solvay, ça gère plusieurs centaines de projets d'innovation. Donc nous avons un pipeline de recherche et nous devons être capables de faire les bons choix. Où est-ce qu'on met les ressources? Quel montant de ressources on alloue à chacun de ces projets? Comment est-ce qu'on peut être capable d'être plus efficace, de répondre plus vite aux besoins du client? Ça nous amène d'ailleurs, sur des sujets un petit peu plus fondamentaux, à réfléchir à comment faire de la nouvelle recherche en chimie. Nous avons développé un laboratoire à Bordeaux qui est uniquement consacré à cet aspect, en utilisant des techniques comme la microfluidique. Nous sommes capables de faire, ou le high throughput, nous sommes capables de faire beaucoup plus d'expériences en un minimum de temps, et à une échelle qui est celle de la goutte, qui nous permet de faire des choses qu'on aurait peut-être un petit peu plus de difficulté de faire à l'échelle du Bécher ou du pilote. Et ça, c'est pour nous un moyen d'être plus efficace, d'aller plus vite et d'apporter plus rapidement la solution aux attentes de nos clients. Merci pour cette lecture de votre stratégie. Alors là, on a la lecture d'un grand groupe international. J'aimerais qu'on regarde le pendant avec vous, Cédric Cabane. Vous décrivez comme une PME, mais avant cela, je note que je ne vous ai pas rappelé quelque chose d'important. Vous avez la parole cet après-midi et de temps en temps, quelques questions vous seront posées pour pouvoir participer avec nous à ces échanges. Donc évidemment, les SMS sont ouverts. Le 31023, UIC, espace et votre question. Et de temps en temps, eh bien, nous donnerons la parole à Hélène Méjean qui se fera fort de synthétiser vos questions, vos réflexions de manière à venir alimenter ces échanges. La parenthèse est fermée, nous revenons à cette question de l'innovation. Donc on a vu comment... avec vous, Monsieur Clamadieu, on agissait en termes d'innovation, comment vous étiez sur le fait et toujours dans cette course, puisqu'on peut parler de course, hein, clairement. Regardons maintenant avec vous, Monsieur Cabane. Donc, vous vous décrivez comme une PME traditionnelle, pour reprendre vos termes, et pour ceux qui ne connaissent pas votre activité, vous fabriquez, commercialisez une large gamme de compléments nutritionnels et vous avez connu d'excellents résultats ces dernières années, voire des résultats records, avec un chiffre d'affaires multiplié par 2 en 5 ans, si mes sources sont bonnes. Donc, je crois que vous devez ces résultats et cette croissance, notamment à votre politique d'innovation. Alors, racontez-nous justement comment vous gérez cette question dans le climat que l'on connaît. Oui, pour précision, on fait des compléments nutritionnels, mais pour les plantes, hein, pas pour les hommes. Pardon, pour les plantes. Donc, effectivement, il y a moins de 5 ans, on faisait 12 millions de chiffre d'affaires et on va en faire 35 cette année. On est passé de 50 à 100 personnes. Et sur les 100 personnes, il y a 25 personnes qui travaillent en R&D. Et il y en avait, en 2005, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de structure R&D.
la R&D, c'est 20%, ou enfin 18% du chiffre d'affaires qui est lié avec des produits qui ont moins de 3 ans. Alors, on fait face, on est tiré par un marché, bien évidemment. Hein. Le marché, il faut nourrir plus de gens, il faut moins impacter l'environnement, et par bonheur, on a eu dans notre histoire on va dire l'intelligence ou l'intuition de se positionner très tôt en 2002 dans cette nouvelle agriculture intensive et respectueuse de l'environnement. Et ça nous oblige à proposer aux agriculteurs de nouvelles solutions pour nourrir leurs plantes en diminuant l'empreinte environnementale des intrants. Et c'est donc un grand champ d'investigation, un grand champ chimique. Il y a avec comment on arrive à faire plus de produits avec moins de matière amenée, moins d'atomes. Donc ça a déclenché toute une branche de recherche chez nous, qui est essentiellement collaborative. Tous nos projets de recherche sont appuyés sur des partenariats publics-privés. Mais comment on fait traverser les différentes barrières biologiques à ces éléments minéraux pour les amener et en consommer moins. C'est un peu le Michelin de la nutrition en beaucoup plus petit. Et ça d'une part, et de s'intéresser sur une autre partie où la chimie aussi, plutôt la biochimie intervient beaucoup, c'est toute l'utilisation des micro-organismes, notamment du sol, donc qui sont très très peu connus, et sur lequel il y a un champ d'investigation énorme et de nouvelles découvertes à faire, de nouvelles innovations à proposer au marché. Voilà, après, sur l'innovation de la PME, pourquoi maintenant, allez, j'y vais, comme vous souhaitez. Sur l'intérêt de l'innovation pour une PME, moi je pense qu'il est structurel. C'est vraiment structurel parce qu'une PME, généralement, en dehors, et j'étais très content ce matin de l'intervention, la première intervention qu'on a eue, qu'il y avait une stratégie de volume-prix. L'autre stratégie, c'est une stratégie de différenciation. La quasi-totalité des PME choisissent des stratégies de différenciation parce qu'elles n'ont pas les moyens de mettre en place une stratégie volume-prix. Et là, ce qui arrive quand on souhaite avoir une PME pérenne, c'est que si on a bien anticipé le marché, si le marché se développe, la niche grossit, dès qu'elle atteint une valeur de 50 à 100 millions d'euros, elle excite les appétits des plus gros. Et donc soit on l'a fait pour ça et on la valorise et on dégage du système, soit on est attaché à la pérennité de l'entreprise. Et là, il faut vite en sortir parce que de toute façon, le plus gros, soit vous rachète, soit il vous croque. Donc si vous n'avez pas en carton les nouvelles niches sur lesquelles vous devez vous positionner, vous êtes mort. Et donc c'est ça qui m'a amené à mettre beaucoup d'innovation dans l'entreprise et en gardant une agilité forte pour se dire, si jamais ça se passe mal là, qu'on n'a pas les moyens de lutter, vite on dégage sur quelque chose d'autre. Donc je pense que c'est structurel pour les PME traditionnelles. Voilà, pour dans une logique de pérennité, voilà, et pas une logique court terme de rachat. Donc être agile, exploiter une innovation, voire une niche parfois, et puis être capable d'anticiper pour très vite basculer sur une autre niche. Donc ça, c'est effectivement une spécificité. Alors moi, quand je vous entends parler d'innovation, j'entends aussi la part de risque que cela incombe, puisque les montants, on entend des 20%, les montants sont extrêmement forts. Comment gère-t-on ces risques ? Comment, Monsieur Cabet, je vois que vous avez pris le micro, je suppose que c'est une question que vous connaissez. Allez-y, je vous en prie, avec grand plaisir. Comment est-ce que, justement, on arrive à faire ces choix avec les conséquences que l'on connaît ? J'allais dire, on essaie de faire de notre mieux, mais c'est effectivement un élément essentiel. Quand on regarde les processus de gestion de l'innovation dans un grand groupe, il y en a probablement un autour de la gestion des compétences. Mais le second qui est vraiment clé, c'est effectivement notre capacité à prendre un risque mesuré. Et quand on regarde nos projets d'innovation, on a des projets qui ont des ambitions moyennes pour certains, petites ou très grandes, qui s'accompagnent généralement de profils de risque qui font que les projets qui ont potentiellement le plus gros impact, c'est ceux qui sont les plus risqués, et que souvent ceux qui ont des probabilités de succès les plus grandes, c'est ceux qui ont les résultats les plus modestes. Et effectivement, dans un grand groupe comme le nôtre, aussi bien
au niveau de nos business ou au niveau corporate, on essaie d'avoir cette analyse de nos portefeuilles de manière à être capable de mettre, je prends quelquefois cette image, même si elle peut choquer certains, mais on est un petit peu devant la table de roulette d'un casino où on est en mesure de mettre des jetons, et les jetons, c'est des équipes, c'est des moyens, c'est des budgets, et il faut faire ce choix qui va nous permettre de trouver le bon équilibre dans un portefeuille entre des projets très risqués, qu'on est capable d'accompagner parce qu'on se dit là, si on y arrive, ce sera une vraie rupture. Et puis des projets qui le sont moins parce qu'on a besoin aussi d'avoir un certain nombre de succès. Donc c'est vraiment un élément qui est clé. Et si je prends 2 exemples sur la gestion du risque, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui me touche personnellement. Je suis rentré en 93 chez Rhône Poulenc pour m'occuper d'un projet d'innovation qui était parti de l'idée qu'avaient un certain nombre de chercheurs de Rhône Poulenc d'utiliser un additif pour permettre le fonctionnement d'un filtre à particules sur un moteur diesel. Je ne vais pas rentrer dans la technique de ça, mais à la pause tout à l'heure, je suis tout prêt à vous en reparler. Ça paraissait à l'époque comme une idée très très compliquée. Les constructeurs automobiles ne s'y intéressaient pas. Ils étaient plutôt occupés à essayer de faire du lobbying à Bruxelles pour éviter que les réglementations ne leur imposent le fait de mettre un filtre à particules sur leur véhicule. Aujourd'hui, nous avons vendu pour plusieurs centaines de millions cumulés d'euros de ce produit. Il y a plus de 4 millions de véhicules diesel qui roulent équipés de ce dispositif avec notre petite cartouche d'additif. C'est un pari. Bon, moi, j'étais là, c'est pas moi qui ai pris le pari, j'étais là pour le rendre possible, mais c'est un pari qu'a pris le groupe à l'époque en se disant, bah ouais, fort risque, mais un potentiel de résultat très bon. Entre nous, le petit échec, c'est qu'il n'y a que PSA et quelques autres constructeurs qui utilisent cette technologie. Nous n'avons pas réussi à aller chez nos amis allemands. Deuxième exemple, alors là, c'est une innovation qui n'a pas une finalité purement commerciale. Solar Impulse. Solar Impulse, c'est une idée que quelqu'un qui s'appelle Bertrand Piccard, qui avait des relations historiques et familiales avec la Belgique et le groupe Solvay, est venu présenter il y a plus de 10 ans à mon nantais prédécesseur en lui disant « Moi, je rêve de construire un avion qui sera capable de faire le tour du monde sans une goutte de fuel. Et je pense que la chimie peut m'aider. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi ?» Et Solvay a dit banco. Solvay a dit banco parce qu'on a eu le sentiment qu'il y avait là une manière de démontrer que la chimie pouvait faire plus et mieux. Et cette innovation, là aussi, cette idée, à l'époque, elle paraissait un peu utopique. Aucun groupe du secteur aéronautique n'était partie prenante de ce projet à l'époque. Et donc nous l'avons accompagné pendant 10 ans. Cet avion a traversé les États-Unis sans une goutte de kérosène l'été dernier. On vient de lancer la version 2, la V2, qui, elle, en 2015, va faire le tour du monde. Et on a le sentiment, au travers d'un projet très risqué, d'avoir contribué à une sorte de laboratoire volant pour nous. Il y a plus de 6000 pièces sur cet avion qui sont issues des polymères que fabrique Solvay. Et c'est un moyen de montrer comment l'innovation dans la chimie, dès lors qu'on accepte de prendre des risques, peut conduire à des résultats très concrets. Et peut-être une révolution à l'avenir. On n'y est pas encore, mais en tout cas, il y a un vrai pas. En tout cas, la plupart de ces produits ont aujourd'hui des applications commerciales et c'est vraiment très très bien, même si cet avion qui fonctionne sans kérosène, il n'emportera pendant probablement assez longtemps qu'un seul pilote, ce qui limite ses possibilités d'utilisation commerciale. Mais à nouveau, là, l'enjeu, il était de montrer comment l'innovation pouvait permettre des ruptures et je pense qu'on est en train de le démontrer. En tout cas, c'est effectivement un projet impressionnant. Merci pour ce point sur la prise de risque. Alors là, on la voit bien dans la stratégie. Peut-être, Monsieur Martin, souhaitez-vous intervenir sur la façon dont vous gérez l'innovation et la prise de risque au sein de Toray ? Alors déjà, nous sommes une filiale d'un groupe japonais, et donc, comme tout groupe japonais de la taille de Toray, nous avons des structures qui nous permettent de pouvoir faire de l'innovation, de la recherche. À côté de ça, les filiales, et notamment les filiales américaines ou européennes, ont une stratégie de développement, et donc on ne situe pas l'innovation au même niveau. Et pour nous, l'innovation passe par des biais différents. Et notamment, par exemple, le fait de pouvoir intégrer des savoir-faire nouveaux qui nous permettent de pouvoir implanter en France, enfin en Europe et en particulier en France pour Toray, des étapes aval à nos métiers, nous permettent d'acquérir de la connaissance, acquérir du savoir-faire, créer de la valeur, créer de l'emploi. Alors, ce n'est pas l'innovation avec un grand I, comme
mes collègues ont pu exposer, mais c'est aussi une part de l'innovation qui permet de pouvoir localement avoir de nouveaux débouchés, de nouveaux savoir-faire, d'acquérir de la connaissance et donc de pouvoir développer l'activité, développer l'industrie et de créer de l'emploi. Alors, au-delà de ça, il est bien évident que le groupe Toray, comme je l'ai dit, développe des nouveaux produits pour l'aéronautique, des nouvelles fibres pour les nouveaux programmes, puisque les nouveaux programmes aéronautiques, qu'ils soient Airbus ou Boeing, auront des fibres Toray de nouvelle génération. Et donc ces fibres sont développées au sein du groupe Toray dans les équipes de développement. Je voudrais aussi souligner que l'innovation, au sens premier du terme, peut aussi se traduire d'une manière différente. C'est-à-dire que la façon de gérer nos relations avec nos clients, on est toujours, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu abrupt, mais on est toujours dans une relation un peu 19e siècle, client-fournisseur. Il faut qu'on développe des relations différentes, il faut que l'on puisse collaborer, il faut qu'on ait des clients qui nous apportent leur vision des choses, ce qui veut dire d'une part qu'il faut développer l'écoute client, mais je pense que c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde, encore faut-il le faire. Avoir des relations étroites, pouvoir discuter, pouvoir avoir des meetings où les vrais besoins de l'innovation, où les vrais besoins de développement s'expriment. C'est important, ça nous permet de pouvoir, et je rebondis sur le risque, quand on dirige une entreprise, on est toujours pris entre le fait de pouvoir décider de faire quelque chose ou de le refuser. Le refuser, c'est une frustration, mais c'est un devoir. Donc, il est plus facile de dire oui que de dire non, mais il faut savoir dire non aux projets qui ne présentent pas d'intérêt. Et pour ça, il faut avoir de l'information, il faut avoir des informations marché, il faut avoir une approche marché. Et je finirai juste sur le fait que nos relations avec nos clients sont de plus en plus étroites, ce qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que nous devons faire. Et puis, je dirais que l'innovation, c'est aussi au sein de l'entreprise, puisque nous sommes dans des industries qui sont quand même à risque, et où la sécurité, je pense que pour toutes les sociétés de l'industrie chimique, la sécurité est un point majeur. Il faut aussi savoir être créatif dans la manière de pouvoir gérer la sécurité dans nos unités de production qui sont de plus en plus performantes et de plus en plus critiques. L'innovation, oui, vous le dites, est polymorphe, que ce soit sur le choix des produits à lancer, sur la façon même d'innover dans la relation client, sur la façon d'organiser la sécurité. Pour finir le tour de table sur l'innovation, je me tourne vers vous, puis après, j'aimerais qu'on aborde ensemble la question aussi de la compétitivité et de l'accompagnement sur l'innovation. Mais j'aimerais avoir votre avis, Olivier Fahy, donc vous êtes président de Berchem, oui, sur la façon dont vous gérez votre politique d'innovation, et plus précisément peut-être en réaction à cette idée de niche et d'adaptabilité dont on a parlé tout à l'heure pour se projeter dans l'avenir. Alors la situation de Berchem est peut-être un petit peu différente que celle d'un grand groupe. On n'a pas pour notre part les moyens d'attendre 15 ans et de se lancer sur des projets de grande envergure. On en est tout à fait frustré, mais c'est comme ça. On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous investissons 2 millions par an en R&D. Et il est évident que quand on veut survivre par rapport à des groupes qui sont beaucoup plus importants que nous, il faut qu'on soit suffisamment agile et le développement est au cœur, je dirais, de notre processus pour pouvoir prendre des parts de marché et répondre à des demandes sur le marché. J'ai bien dit développement parce qu'on parle souvent de R&D et il se trouve que nous ne faisons pas de R dans R&D. Le R, on n'en a pas les moyens. On ne fait que du développement et cela nous pousse, et on le fait bien volontiers, que de confier les aspects peut-être un petit peu plus fondamentaux de nos idées à l'extérieur, parce que nous n'avons absolument pas les moyens, dans nos 2 millions d'euros investis chaque année,
que de travailler sur des projets à très long terme. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas votre structure, donc vous travaillez dans l'extraction du végétal. Voilà, notre métier est d'extraire des actifs sur des végétaux terrestres, secs, et les marchés qui nous intéressent sont le marché de l'agroalimentaire, humain, cette fois, et de la cosmétique, de soins. Donc nous sommes sur ce marché, on est tout à fait dans la chimie du végétal qui est en vogue en ce moment et dont tout le monde parle, mais il faut aller excessivement vite puisqu'on est toujours dans un phénomène de mode. Les lancements de produits en agroalimentaire sont sur des cycles excessivement courts et il est évident qu'on ne peut pas avoir un grand donneur d'ordre qui accepte d'attendre 3 ou 4 ans que notre laboratoire de développement réponde à ces attentes. Merci pour cette précision-là sur ce type d'activité. Et c'est vrai que ça nous permet de voir différentes façons de gérer l'innovation. J'aimerais qu'on regarde maintenant la question de l'accompagnement de la France. Comment on arrive encore à innover en France? On connaît les questions qui sont les vôtres en termes de compétitivité, coût de l'énergie, fiscalité, réglementation. Ce sera l'objet même de la table ronde à suivre. Alors comment la France reste compétitive et comment on décide de continuer à investir en France? Je me tourne vers vous, Jean-Pierre Clamadieu. Vous avez une présence au niveau international et malgré tout, vous avez fait le choix de maintenir une activité très forte en France. Alors, comment la France reste attractive en matière d'innovation? Effectivement, Solvay aujourd'hui, c'est un tiers de chiffre d'affaires en Europe. Je n'ose même pas citer la France, on doit être à 7% de notre chiffre d'affaires en France, mais un tiers en Europe, un tiers en Asie et un tiers en Amérique Nord et Sud. Pour autant, lorsqu'on regarde nos moyens de recherche et développement, 70% de nos moyens de recherche et développement sont en Europe. Et ce n'est pas de la paresse, ou ce n'est pas un effet d'histoire. Quand on s'interroge sur la localisation de nos moyens de recherche et développement, on regarde 3 critères. Le premier, c'est bien sûr la proximité des clients et des marchés. Et autant on a certains marchés qui sont très mondiaux, autant on en a d'autres, par exemple la cosmétique et la détergence, qui est un marché important pour nous, dans lequel les spécificités régionales conduisent à avoir des équipes qui sont près du terrain. Donc proximité client et marché. Deuxième élément très important, notre accès à la ressource. La ressource de la R&D, c'est les compétences, c'est les cerveaux, c'est les gens qu'on est capable de faire venir dans nos équipes. C'est aussi notre capacité à nous brancher sur un certain nombre d'autres partenaires. Et puis le troisième élément de l'équation, c'est bien sûr un élément économique. On regarde ce que coûtent nos moyens de recherche et développement ici et là. Et quand on regarde les éléments de cette équation, notre choix, c'est clairement la France aujourd'hui. On a, sur les 70% que j'évoquais, probablement un petit 50% de nos moyens de recherche et développement qui sont en France. On a en particulier dans la région lyonnaise une concentration importante de chercheurs. Et je dois dire qu'on se sent à l'aise dans l'écosystème de recherche et d'innovation européen et français singulièrement, à la fois dans notre capacité à aller chercher les bons profils dans les universités ou les écoles d'ingénieurs, à les intégrer dans nos équipes. Et c'est pas si simple, hein. On parle souvent des centaines de milliers de PhD que la Chine met chaque année sur le marché. C'est beaucoup moins facile d'intégrer un jeune et brillant chimiste chinois dans une équipe de recherche et développement mondial que ça ne l'est d'intégrer un Européen. Nous avons enfin, en France, un système d'incitation qui est quelque chose qui est simple, quelque chose qui a été préservé par un certain nombre de gouvernements successifs, qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, qui est un moyen très très efficace de donner un signal. Tous les pays du monde, ou presque, encouragent la recherche et développement. Peu le font avec un outil aussi simple et puissant que la France, avec ce crédit d'impôt recherche. Et franchement, dès qu'un gouvernement arrive, un président, un ministre du budget, le premier message que quelques collègues chimistes et moi-même venons leur passer, c'est de lui dire sauvegardez le crédit d'impôt recherche. Ne touchez pas au crédit d'impôt recherche. Et entre nous, tous les mois de novembre, dans le débat budgétaire, il y a toujours, et je pense qu'on n'y échappera pas cette année, un certain nombre de députés qui viennent en disant ouais, mais enfin, ça fait quand même beaucoup d'argent, ça va plutôt dans les grands groupes, est-ce que tout ça est raisonnable? La réponse est oui. Nous, c'est un élément important de notre décision. Mais ces 3 éléments sont clés, et il y en a un que j'aurais pu développer d'un instant sur la proximité client. Dans beaucoup de nos marchés, l'innovation client se fait en Europe. Je prends un exemple simple qui est l'automobile. L'automobile européenne, si on regarde les chiffres, on dit waouh, ça va pas si bien que ça. N'empêche que, en termes d'innovation et de technologie, l'automobile européenne est très en avance. Et pour nous, cette proximité de nos clients constructeurs ou équipementiers en Europe est un élément qui joue aussi un rôle dans cette localisation. Donc oui, le site Europe et aujourd'hui le site France est un endroit où on peut faire de la recherche et développement de manière performante et efficace.
Alors, on entend les atouts, hein, l'excellence, l'écosystème, la proximité avec vos clients, pour citer que cela. J'aimerais qu'on dise également 2 mots de toute cette dynamique des fameux PPP, des partenariats publics-privés, qui sont également un vivier fort et économiquement dynamique dans cette politique d'innovation et de recherche. Alors, je continue un instant avec vous, Monsieur Clamadieu, mais on va largement distribuer la parole. Donc, quels sont, vous, les types de politiques collaboratives que vous mettez en place chez Solvay en matière de partenariat public-privé, et quels sont les atouts de, j'ai envie de dire ces nouveaux modes, non, parce que ça fait plusieurs années, mais en tout cas, il y a une véritable accentuation, un véritable élan vers ces nouveaux modes de collaboration. Oui, non, je vous disais tout à l'heure, effectivement, que l'open innovation, c'était clé pour nous, dire cette capacité de ne pas faire de la recherche porte et fenêtre fermée, mais au contraire, de créer un réseau et d'aller chercher des idées, des compétences, des savoir-faire autour de nous, en particulier dans le monde des grands organismes de recherche et dans le monde universitaire. Et là, je dois dire, je ne sais pas si c'est le hasard de l'ordre alphabétique qui nous a mis côte à côte, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, avec le CNRS, nous avons une vraie et belle histoire de collaboration qui est assez ancienne, mais qui continue à se développer avec une dynamique qui est forte. Nous avons 4 équipes mixtes Solvay CNRS, 2 en France, 2 hors de France. Et pour nous, c'est vraiment un moyen, sur un certain nombre de thèmes, d'aller chercher tout ce qu'un organisme comme le CNRS peut apporter en termes de compétences, d'idées, de savoir-faire, d'opportunités de développement d'innovation. Au-delà du CNRS, nous avons une centaine de partenariats universitaires dans le monde entier. Mais ce qui est très intéressant, c'est les dynamiques locales qui se développent. Et un exemple, je parlais tout à l'heure de la région lyonnaise, qui est effectivement le cœur historique d'une partie du groupe. Il faut que je sois prudent quand je dis ça, parce qu'il a un autre cœur historique maintenant plutôt en Belgique. Mais le cœur historique du groupe, qui est la région lyonnaise, est là au travers d'une démarche comme Accélera, dans lequel on a réussi à mettre ensemble, et franchement, ce n'est pas tellement sur les moyens budgétaires qui étaient importants, mais on a réussi à mettre ensemble un certain nombre d'acteurs, de grandes entreprises, d'entreprises plus petites, de grands organismes, d'universités, avec l'appui des collectivités locales sur un certain nombre de sujets où elles ont pu nous aider. On a transformé profondément la dynamique qu'il y a dans nos propres laboratoires. Je peux vous dire qu'en 10 ans, le centre de recherche ex-Rodia, maintenant Solvay, qui est situé au sud de Lyon, les équipes sont ouvertes beaucoup plus sur le monde, sur la recherche. J'ai le sentiment que vos équipes ont également bénéficié de ça. Donc pour nous, c'est vraiment un modèle gagnant et qu'il faut absolument continuer à développer. Alors du coup, je vous donne également la parole. Monsieur Fuchs, sur ces partenariats, qu'on ait l'autre vision côté CNRS, quelle est l'importance de ces partenariats publics-privés? Quel intérêt pour le centre? C'est absolument symétrique, et Jean-Pierre Clamadieu a presque tout dit. Effectivement, le modèle vertueux pour nous aujourd'hui, ce sont bien les laboratoires mixtes, les équipes mixtes entre CNRS et nos partenaires industriels. Historiquement, effectivement, les pionniers, les œuvres pionnières sont celles que nous avons pu réaliser avec Rodia Solvay maintenant, en France et à l'international, puis maintenant à l'international. Donc là, il y a eu véritablement la preuve par l'exemple qu'on a pu faire avec Rodia Solvay. La preuve par exemple, parce que c'est dans ces laboratoires mixtes, les compétences se mélangent. Le partenaire industriel ne nous demande pas de faire son travail, ne nous demande pas de venir faire un travail qu'il fait mieux que nous, mais nous demande de pouvoir apporter de très bons chercheurs qui vont être inspirés par les problèmes, par les problématiques industrielles et par les défis industriels, qui sont souvent des défis scientifiques absolument extraordinaires. Parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont interdisciplinaires, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est une affaire qui est gagnante-gagnante et qui est extrêmement productive pour nous. Nos équipes et nos chercheurs en ressortent absolument transformés. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que nous implantons maintenant progressivement avec les partenaires, avec un certain nombre de partenaires. Nous avons commencé avec Rodia Solvay, vous l'avez dit, aux États-Unis, puis maintenant à Shanghai sur un très beau sujet de chimie verte. Nous l'étendons maintenant. Nous allons avoir à Tsukuba un laboratoire mixte avec Saint-Gobain. Nous en avons un avec Thales à Singapour, et ainsi de suite. Je pourrais multiplier. Avec globalement une 50aine aujourd'hui de laboratoires mixtes en partenariat public-privé. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête, bien au contraire. Alors, je me tourne maintenant vers M. Bigot et le CEA. Je sais que vous avez aussi une politique très active, et j'aimerais que vous nous expliquiez la politique que vous menez. Active mais différente en raison de notre histoire et de notre métier. Nous sommes dans une logique intégrative. Nous essayons de rassembler des technologies diverses, des maîtrises et des compétences diverses pour essayer de les intégrer dans un produit et un procédé.
Et donc la base de notre partenariat, elle est fondée sur ce qu'on appelle, nous, des plateformes technologiques. Grâce évidemment au soutien de l'État, grâce au soutien de l'Europe par exemple, grâce au soutien aussi des industriels, nous mutualisons des plateformes technologiques que individuellement chacun des industriels n'est pas intéressé à construire pour lui-même parce qu'il n'en aurait pas l'usage donc en plénitude. Mais quand elles sont partagées, à ce moment-là, il y a un véritable bénéfice. Et donc, c'est la logique avec laquelle nous avons travaillé depuis maintenant, je dirais, une trentaine d'années, de développer des plateformes technologiques du meilleur niveau. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut aussi développer ce qu'on appelle des plateformes intégratives. C'est-à-dire être, cette fois-ci, dans une très grande écoute avec ce qu'on appelle, nous, le client, c'est-à-dire le partenaire. Essayer de construire avec lui le plus en amont possible, effectivement, une programmation, une stratégie donc, de création de l'innovation en intégrant des technologies diverses. La chance du CEA, c'est comme vous l'avez entendu, on maîtrise des technologies de l'énergie, les matériaux, la modélisation, le calcul, la biologie, etc. Et c'est cette culture qui donc est la base de notre démarche, une démarche que j'appellerais projet, qui s'inscrit généralement dans des conventions globales de 4 ou 5 années, dans lesquelles le partenaire apporte sa contribution, et avec un modèle d'affaires qui est assez singulier, c'est-à-dire que si nous créons de l'innovation, nous souhaitons en garder la propriété intellectuelle pour la mutualiser encore une fois. Nous garantissons aux partenaires qui ont créé cette innovation qu'ils ont effectivement une exclusivité de licence et d'usage de cette innovation pour leur cœur de métier, mais ils nous autorisent éventuellement à le décliner à l'égard d'autres métiers. Et je crois que ce modèle, il répond à un certain besoin des entreprises, étant donné la complexité croissante, effectivement, des enjeux donc, qui sont ceux de l'innovation, être capable d'intégrer au travers d'une mutualisation des ressources. Alors on entend bien à travers ces partenariats qui prennent la forme des plateformes que vous venez d'expliquer ou des recherches mixtes comme on l'a vu là, que c'est aussi le moyen de maintenir un très haut niveau et de tirer la France vers le haut, soit aussi en regardant vers l'extérieur. On voit que ça fonctionne. Je me tourne vers vous, Olivier Fahy. Vous avez, vous, une position un peu différente sur la gestion et sur l'intégration dans cet écosystème français, où vous prenez une plus grande indépendance et une plus grande simplicité dans les rapports avec les partenaires. C'est bien ça ? Oui, peut-être, je ne sais pas. Enfin, l'une des difficultés majeures qui se posent à nous lorsqu'on s'occupe de faire du R, de mon fameux R&D, c'est évidemment de trouver les bons partenaires. Alors, il y a un phénomène assez particulier dans ce pays, c'est que on essaye d'organiser un réseau d'amis, alors que finalement nos enfants y arrivent sur Facebook assez aisément. Et je me rends compte que finalement, avoir un accès direct à des sommités scientifiques aujourd'hui, qu'elles soient en France ou ailleurs, c'est pas si compliqué que ça, et c'est encore beaucoup plus simple qu'hier. Donc au fond, on assume ce choix-là. On prend contact avec des gens qui semblent être fort intéressants lorsqu'il s'agit de travaux en recherche plus fondamentale. Et c'est vrai qu'on passe moins de temps à monter des dossiers de clusters, de pôles de compétitivité et autres. Nous nous présentons, on établit un cahier des charges, on nous fait un devis, on paye et on est très content d'évoluer comme ça. Donc il n'y a plus d'interface et vous êtes dans un rapport direct. C'est un rapport d'un client que nous sommes face à des gens qui nous apprennent et qui nous fournissent leur matière grise et leur expérience. Et de temps en temps, ça va un peu au-delà, parce qu'il y a un pilote à faire. Alors on s'organise pour savoir comment qu'il fait. Mais globalement, c'est une relation qui n'est jamais très complexe à organiser. Je dirais qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan des 2 ou 3 dossiers européens sur lesquels nous sommes inscrits, le temps que nous avons consacré à remplir du papier, eh bien, on a presque oublié l'idée. Alors c'est... Bon, la réflexion est peut-être un peu outrée, mais en tout cas, on entend que les délais sont trop longs. Et manifestement, ça a de l'écho. Si j'en juge par la réaction de la salle, je pense que plusieurs personnes partagent votre avis sur le problème du time to market, comme on dit dans beaucoup de marchés, sur la réactivité aujourd'hui de nos administrations et le problème de temps.
Donc on a vu là, et c'est assez intéressant, les différents modes d'innovation, adaptés aussi aux différentes tailles de structures, aux différentes préoccupations. En tout cas, il y a un sujet qui vous réunit tous, c'est effectivement la chimie durable, puisqu'on sait que c'est un des grands enjeux en matière d'innovation. On ne pouvait pas parler d'innovation aujourd'hui sans parler de chimie durable. Alors, si je reviens vers vous, Jean-Pierre Clamadieu, comment avez-vous intégré chez Solvay cette question de la durabilité? Quels sont les grands projets, les grands défis que vous relevez justement en matière de chimie durable? Au fond, elle s'est un peu imposée à nous. C'est-à-dire que quand on discute avec nos clients, ce qui in fine c'est bien pour nos clients qu'on innove, les messages qu'on reçoit sont très clairs. Pardon de reprendre un exemple dans l'automobile, mais c'est une industrie qui nous est finalement familière à tous, mais que quand un grand chimiste rencontre un grand constructeur automobile et lui demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, la réponse, elle est assez simple. C'est aidez-nous à faire des véhicules plus légers, donc des nouveaux matériaux. Aidez-nous à faire des véhicules qui consomment moins. Alors le poids, bien sûr, est un élément, mais dans les exemples qui sont plus proches de Solvay, tout ce qu'on peut faire sur les pneumatiques, et le groupe a fait quelques innovations assez marquantes qui permettent aux pneumaticiens de faire des pneus à basse consommation d'énergie, contribue à ça. Qu'est-ce tout ce que vous pouvez faire sur les problématiques de dépollution, donc catalyse, 3 voies ou autre, et entre nous, un catalyseur, c'est jamais qu'une superbe petite usine chimique très très bien optimisée, placée dans un pot d'échappement de véhicule qui permet de détruire des gaz dont on n'a pas envie de voir se réaliser dans l'atmosphère. Donc là, le message de nos clients autour de la durabilité, il est très fort. Et puis, lorsqu'on se livre les uns ou les autres à des réflexions stratégiques, on retombe sur ce qu'on appelle des macro-tendances, et qui ont été illustrées d'ailleurs par le petit film qu'on a vu au début de cette séquence. Kurt Bock y a fait également référence. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve comme macro-tendances, et qui sont vraiment les grands drivers de l'économie dans lequel nous allons continuer à opérer dans les prochaines années, j'allais presque dire décennies, mais soyons plus modestes. Prochaines années, c'est vraiment la lutte contre le changement climatique, c'est la raréfaction des ressources, c'est qui induit d'ailleurs pour ces ressources des coûts qui sont élevés. C'est probablement, ça nous éloigne un tout petit peu de la durabilité, mais pas tant que ça, l'émergence dans un certain nombre de régions du monde d'une classe moyenne qui est demandeuse de qualité de vie. Et quand on regarde ce que ça veut dire pour un chimiste comme nous, ça nous conduit tout simplement à ce que 70 à 80% de nos moyens de recherche et d'innovation sont complètement alignés avec ces tendances. Pour prendre des exemples concrets, l'énergie. On travaille. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est à la fois sur des projets d'amélioration de nos propres procédés de fabrication. Comment produire en utilisant moins d'énergie, comment produire en utilisant moins de matières premières, en faisant moins de rejets. C'est aussi, bien sûr, apporter de l'innovation à nos clients. Là aussi, prenons quelques exemples qui sont familiers à M. Bigot, le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, le monde veut de l'énergie renouvelable, mais l'énergie renouvelable, elle serait infiniment plus facile à utiliser si on savait la stocker. Donc on va me dire, il y a des batteries, oui, mais elles sont loin d'avoir les caractéristiques qui permettent un développement massif de ces sources d'énergie vertes dans un certain nombre d'applications, qu'elles soient d'ailleurs mobiles, véhicules ou qu'elles soient fixes. Et là, la chimie a plein de choses à apporter. J'ai cité le cas de l'automobile tout à l'heure en faisant référence à des solutions qui sont déjà sur le marché, mais il y a encore plein de choses à faire. Enfin, les voitures sont en acier aujourd'hui. Elles pourraient demain, ou je vais prendre un exemple plus évident, les avions étaient en aluminium, ou sont encore pour certains d'entre eux en aluminium, n'empêche que les chimistes sont là et apportent des solutions au travers des fibres de carbone qui permettent d'imaginer des choses qui sont complètement différentes. Donc aujourd'hui, c'est un élément clé. J'ajoute que le groupe a développé une méthodologie d'analyse de nos projets d'innovation qui nous permet effectivement de mesurer leur impact en termes de développement durable. Et pour nous, c'est un élément important de choix. Je disais tout à l'heure que un de nos métiers, quand on gère l'innovation, c'est effectivement de savoir choisir les bons projets. Cette analyse de l'empreinte de nos projets, de l'empreinte des produits que nous pourrons, qui seront issus de cette innovation, c'est un élément qui nous permet de choisir les bons projets ou ceux sur lesquels nous voulons concentrer nos moyens. Alors, merci. Vous citiez tout à l'heure l'utilisation justement des fibres carbone dans l'aéronautique. Je me tourne vers vous, Bernard Martin, justement pour comprendre un petit peu les applications et comment vous vous inscrivez, vous, dans cette logique de chimie durable. Alors, en quelques minutes, puisque je vois que nous sommes très bavards, et voilà, il va falloir que, si nous voulons couvrir tous les sujets, que nous arrivions à être un tout petit peu plus concis. Mais c'est... Alors comment s'inscrit-on, et j'ai bien compris le souci du timing, comment s'inscrit-on dans la chimie durable? Eh bien, d'une part, alléger les structures, c'est quand même quelque part réduire pas mal
facteurs néfastes. La consommation. La consommation, le CO2, ainsi de suite. Donc, quand vous parlez aux gens de l'aéronautique et quand vous allégez des structures, on mesure ça en nombre de sièges supplémentaires pour les mêmes quantités utilisées ou je dirais, en équivalent par rapport aux matériaux précédents. Donc, c'est important. Inévitablement, l'automobile est un domaine dans lequel l'allègement des structures est un véritable sujet. Il n'empêche qu'en tant que fournisseur de matières premières et en ayant une réaction vis-à-vis de cette démarche de chimie durable, il faut absolument que l'on trouve des solutions de recyclage à nos matériaux qui, aujourd'hui, ne sont pas trouvées. Les solutions qui existent ne sont pas satisfaisantes. Et effectivement, développer ces produits dans l'automobile nécessite d'avoir des véritables réponses à la recyclabilité de nos matériaux qui, aujourd'hui, encore une fois, je le répète, ne sont pas trouvés. Mais donc il y a des efforts à faire pour s'inscrire dans ces logiques d'économie circulaire, comme on a pu voir ce matin avec le traitement des déchets. Donc vous êtes pleinement concerné. Je voudrais juste faire un dernier commentaire, c'est que on travaille depuis à peu près une trentaine d'années sur la recyclabilité des matériaux composites. Je dis qu'on n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Je pense qu'on n'en a pas trouvé parce que pour l'instant, il n'y avait pas de volonté de les trouver. Donc aujourd'hui, les États, les directives européennes donnent des échéances et je pense qu'avec des moyens de recherche, on trouvera, peut-être pas rapidement, mais on trouvera des véritables solutions et non pas des solutions qui consomment encore plus d'énergie que de fabriquer nos matériaux. Voilà. Ce serait quand même un comble. Merci. Alors, un dernier mot sur ce sujet avec vous, Alain Fuchs. Au CNRS, quelle place occupe justement la chimie durable? Je sais qu'en discutant avec vos équipes, j'ai été saisie justement par l'importance que prenaient les sujets de recherche sur ces domaines et j'aimerais que vous nous en disiez deux mots. Deux mots, oui. Alors, place absolument prépondérante. Et peut-être simplement parce qu'au lieu de créer un institut de chimie durable, on a laissé les projets mûrir. Je suis plus pour le développement des projets que des structures, bien que président d'un organisme public. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point les chercheurs en chimie se sont emparés de ces questions, tout simplement parce que ce sont des questions passionnantes. Qu'y a-t-il de plus passionnant que de réfléchir à des processus chimiques, à des procédés, en économisant l'énergie, en économisant les matières premières, en recyclant, en transformant des procédés qui ne sont pas catalytiques en procédés catalytiques? Ce sont des choses dont on s'est aperçu très vite qu'elles passionnaient nos collègues et donc qu'il suffisait en quelque sorte de les inciter à le faire, de continuer, de les soutenir et de laisser mûrir les projets. Je vais en citer un qui est un petit peu exceptionnel. Vous savez qu'il y a chaque année l'Office européen des brevets qui organise un European Inventor Award, et ça va se passer le 17 juin à Berlin. Un des finalistes, c'est une équipe mixte grenobloise entre des chimistes et des physiologistes qui ont inventé une biopile à glucose oxygène, implantable, donc c'est une micropile susceptible d'accompagner un pacemaker par exemple, et qui fonctionne, qui génère de l'électricité, donc de l'énergie, à partir du glucose humain. Donc ça veut dire une source d'énergie autonome qui, a priori, si elle est bien conçue, pourrait à un moment donné être simplement implantable à jamais, sans avoir besoin ni de la régénérer, ni de la transférer. Voilà, bon, je cite cet exemple-là, je ne sais pas s'ils vont avoir le prix européen d'eux, ils sont finalistes, mais voilà le genre de choses qui se fait dans nos laboratoires, c'est tout à fait excitant. Merci pour ce point. Alors, je vous propose maintenant de retrouver Hélène Méjean avec vos réactions, vos questions, avant de poursuivre et terminer cette table ronde sur l'innovation. En effet, quelques questions, Elsa, et notamment une question qui est innover, c'est accepter le droit à l'erreur, et c'est de savoir comment, aujourd'hui, on prend en compte ce droit à l'erreur dans l'innovation. Alors, Olivier Failly ou Benoît Bigot, je vous en prie. Je crois que c'est effectivement fondamental. On revient à ce qu'on a évoqué sur la prise de risque. La recherche, c'est l'exploration. Et donc, il faut que l'on ait un encadrement réglementaire et surtout une compréhension de l'opinion publique qu'on peut faire de la recherche correctement encadrée qui, effectivement, conduit au droit à l'erreur, au droit à la reprise,
Je crois que nous sommes là au cœur du sujet. On est dans une société qui, aujourd'hui, redoute le moindre risque, veut le risque zéro de toute façon, et que dans les métiers qui sont les nôtres, pour ce qui est du CEA, mais de manière plus générale du point de vue des chimistes, il faut oser prendre le risque à l'erreur. Et je crois que c'est comme ça que l'innovation véritablement se développe. Donc la question qui est posée, elle est centrale, et c'est cet état d'esprit que nous devons effectivement encourager, accepter l'erreur, et évidemment simplement la maîtriser par une analyse de risque préalable. Merci pour cette réponse. Alors, on va continuer à explorer ce thème de l'innovation avec une autre question qui tient à la durabilité également, mais à l'aspect pérenne. Aujourd'hui, on note qu'une innovation, pour être pérenne, doit être au plus proche des attentes des clients. Vous l'avez tous souligné. Et pour être au plus proche des clients, ça peut remettre en cause ou changer, transformer la façon de travailler. Et cette façon de travailler qui émerge et qui se développe, c'est cette question du travail en filière intégrée. Et j'aimerais qu'on en dise deux mots. Je me tourne notamment vers vous, Cédric Cabane. Ce modèle de filière intégrée, c'est quelque chose que vous prônez dans le développement de votre entité et des différentes PME que vous connaissez également dans le cadre du cluster Chimie Verte. Alors pourquoi aujourd'hui la filière intégrée peut être une réponse justement à la pérennité, au développement de l'innovation et par extension au développement des entreprises? Alors, ce n'est pas une généralité, parce que la notion de cluster, juste pour rappeler aux chimistes, hein, le cluster, c'est une notion chimique. C'est 100 atomes, à peu près un groupement de 100 atomes qui se mettent ensemble et qui acquièrent des propriétés spécifiques. La région Midi-Pyrénées a 3 piliers sur son économie: l'aéronautique et l'espace, l'agroalimentaire et la santé, et l'agroalimentaire et l'agriculture et l'agroalimentaire, et tout ce qui est santé, cosmétique et bien-être. Pour faire vivre la chimie en Midi-Pyrénées, c'était un petit peu compliqué, d'autant plus que c'est quand même le siège d'un accident malheureux il y a 10 ans. Donc on a, pendant 10 ans, l'industrie chimique était sous le clapet. En novembre 2011, on a dit on sort. On est fiers de nos métiers et il est temps de reparler de la chimie en Midi-Pyrénées. Par contre, on ne peut pas, et puis ça ne le justifie pas, ce n'est pas une force première de la région Midi-Pyrénées. Par contre, c'est une tranche, si on raisonne l'économie régionale comme un trépied ou une pyramide, la chimie, elle intervient dans l'agriculture, elle intervient dans l'agroalimentaire, elle intervient dans l'aéronautique, elle intervient dans la santé, elle intervient dans les cosmétiques. Donc c'est une tranche de cette pyramide. Et c'est un des moteurs d'innovation essentiels de ces 3 branches d'activité. Et c'est là-dessus que, sur cette idée, qu'on a élargi l'Union des industries chimiques Midi-Pyrénées à cette notion de cluster chimie verte. J'ai eu confirmation qu'on a bien fait. Il y a eu longtemps le débat sur ce qu'on appelle cluster chimie verte, cluster chimie durable, les industries de la chimie durable. Je suis bien content qu'on ait choisi cluster chimie verte. Donc, et là-dessus, c'est vraiment de mettre en lien, en fait, des fabricants, la recherche, des utilisateurs de cette chimie, et ensemble, localement, régionalement, de créer de la valeur. Et donc, développer du chiffre d'affaires, c'est vraiment très orienté business. Et ce chiffre d'affaires, c'est majoritairement des PME. Il n'y a pas un patron de PME dans la salle qui, si son chiffre d'affaires qui se développe, ne va pas créer de l'emploi. Donc, c'est directement... C'est un vrai cercle vertueux entre l'ensemble des acteurs, amont, aval, de manière à ce que l'innovation circule, se développe et qu'on soit dans une vraie logique d'économie. Tout à fait. Pour finir sur ce thème de la durabilité, je me tourne encore vers vous, Cédric Cabane, sur cette question pardon, je reprends, à force de vouloir faire vite, je mange mes mots, mais ça va revenir. Durable veut également dire socialement responsable. C'était l'autre point que je voulais venir avec vous. Alors, en 2 mots, vous avez choisi un modèle qui est particulièrement original, puisque le capital de votre entreprise est détenu à 70% par les salariés. Et je voulais juste une rapide photo de ce choix que vous avez fait en termes de management et de gestion d'entreprise. Donc le choix qu'il y a à notre histoire, donc effectivement 72% du capital appartient aux salariés et pas un salarié n'a plus d'1,5% du capital.
tout est organisé pour que quand on quitte l'entreprise, enfin, le capital n'est détenu que par des gens qui sont dans l'entreprise, et quand ils quittent l'entreprise, ils doivent céder aux nouveaux, etc., etc. Donc on a une circulation du capital qui se fait uniquement salarié. Alors ça a un modèle, c'est un modèle capitalistique à part, hein, c'est pas une SCOP, c'est une SA. Donc quand on quitte l'entreprise, on a une valorisation, on bénéficie de la richesse qu'ensemble on a créé, le travail et le capital ont créé dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un modèle particulier et qui est par contre très dynamique sur l'implication. Il n'y a pas de turnover chez nous, c'est compliqué parce qu'on ne s'en va pas, on a un peu de mal à s'en aller. Et par contre, on est vraiment intéressé à ce que l'entreprise s'enrichissent. Mais il y a une vraie implication. Il y a une vraie implication. De fait, il y a une vraie implication et du coup, ça s'en ressent directement. Sur la vitesse et l'agilité de l'entreprise. Merci. Alors, une dernière question pour clore cette table ronde, puisque nous avons déjà passé 7 heures ensemble. C'est passé très vite, en tout cas de mon côté. J'aimerais qu'on revienne sur juste faire un tour de table sur votre vision du transfert et de la valorisation, puisque l'innovation seule, on le sait, ne vaut rien. L'important, c'est de passer aussi du laboratoire à l'industrie. Aujourd'hui, on l'a vu, les chiffres sont excellents en termes de dépôt de brevets. L'excellence en termes d'innovation et l'excellence des chercheurs est reconnue par tous. En revanche, on peine encore un peu à passer à l'aspect transfert et valorisation. Alors, j'aimerais connaître vos avis sur comment aujourd'hui booster ce transfert et cette valorisation. Alors, je vous demanderai de prendre une petite minute chacun pour répondre à cette question de manière à ce qu'on ait le temps de faire le programme de cet après-midi. Je vous remercie infiniment. Monsieur Bigot. D'un mot très très bref, je crois que le transfert, c'est un vrai métier et qu'il faut le prendre le plus en amont possible. Donc pour moi, nous avons au sein du CEA des équipes qui sont dédiées à cela et qui, avec un portefeuille d'environ 3000 clients, se visitent régulièrement pour expliquer ce que nous estimons être des progrès accomplis depuis la dernière fois où on s'est vu et l'écoute du client, qu'est-ce que lui, il voit comme, je dirais, intérêt supplémentaire à travailler avec nous. Donc c'est cette logique donc, de gens qui sont capables de créer une relation qui se termine toujours, évidemment, sous une forme contractuelle, le plus tôt possible, à partir d'une écoute mutuelle. Bon, alors pour nous, pour une entreprise, la logique est un petit peu différente. Une bonne partie de notre innovation est intégrée et l'enjeu, c'est d'être capable d'aller le plus vite de l'idée à la solution et de la solution au marché. Un des éléments clés, c'est vraiment de choisir les bons sujets, les bons thèmes. Les projets qui ne vont pas à leur terme, en tout cas pas à celui qu'on souhaite, c'est souvent des projets dans lesquels on n'avait pas au départ bien identifié ce qu'étaient les attentes du client. Et puis sur la valorisation un petit peu plus classique, au sens où vous l'entendez, Monsieur Bigot, je dirais que là, c'est la qualité de la relation qu'on peut développer avec nos partenaires qui nous permet effectivement de faire en sorte que cette valorisation se fasse rapidement. Mais vous avez raison de noter que c'est probablement une petite faiblesse qu'on a en Europe par rapport à d'autres parties du monde dans lesquelles la valorisation est beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est chez nous. Monsieur Fuchs. Moi, j'observe que les freins ne sont pas toujours aux endroits où on peut l'imaginer. Pour ce qui nous concerne, vu encore une fois du point de vue d'un organisme de recherche fondamentale, nous avons fait énormément de progrès dans la détection très amont de ce qui pouvait être valorisable. Bien sûr, la valeur est encore à capter, bien sûr, de ce qui pouvait, in fine, se transformer en valeur. Énormément de progrès ne signifie pas qu'on n'en a pas encore à faire. Mais je prends ce simple exemple. Nous avons adossé au CNRS ou créé, grâce au laboratoire ou à des brevets qui étaient CNRS, finalement, beaucoup de petites entreprises et de start-up qui ont été créées, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer de la part d'un organisme comme le CNRS. Une par laboratoire, m'a-t-on dit. Oui. En chimie, on a une centaine de laboratoires et on a aujourd'hui une centaine de start-up adossées plus ou moins à des labos, par labo, etc. Donc ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, on peut toujours faire mieux. Ce qu'on constate, c'est que 80% des startups qui ont été créées sont encore en activité, ce qui est très bien, mais ce qu'on constate, c'est que 10 ans après, elles sont toujours 10 employés. Donc il y a toujours une vallée de la mort, ça existe toujours, on n'a pas encore progressé. On ne sait pas faire grossir, et ça c'est sûrement pas moi qui sais faire, pas tout faire, on ne sait pas faire grossir nos startups. On sait en les tout cas, créer vous êtes là en amont et vous accompagnez la création... Et on continuera. La création des startups. Juste deux mots qui sont très en lien.
Le fait qu'effectivement, je pense que la PME traditionnelle est un vecteur excellent de l'innovation, parce que la PME traditionnelle, elle a déjà ses clients, elle a sa force de vente, elle a ses circuits de distribution et elle a un outil de production. On met de l'innovation dedans, on arrive à faire passer l'innovation dans la tête du chef d'entreprise, il y a un déploiement immédiat. Donc il y a un effet de levier sur l'économie qui peut être très très rapide par rapport à une start-up qui a tout le reste à acquérir. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, c'est un message que je voudrais passer justement à mes voisins je crois beaucoup à la multidisciplinarité des structures communes. C'est-à-dire mettre ensemble sur le même campus des labos du CNRS, des labos de l'INRA, des labos de l'INSERM, des labos de la fac, en chimie, en agronomie dans mon cas, en chimie, en agronomie, en biochimie. Et de là va sortir l'innovation. Et avoir sur ce même campus des outils de développement, avoir des serres, et voir tout de suite ce que ça donne, et screener. Voilà. Et là, je pense qu'il y a du transfert qui va se faire à très très grande vitesse. C'est ma conviction. Bien, je ferai très court. Je dirais qu'on ne part pas du même point tous. Effectivement, pour moi, le point initial, c'est ce que disait monsieur, c'est qu'il faut déjà savoir juger au départ de ce qui est pertinent ou pas, de manière à pouvoir capitaliser sur des projets qui sont réalisables. Et effectivement, la relation client, l'écoute client fait que si un projet se développe correctement et s'il y a effectivement une réalité économique, le transfert se fait très rapidement. Le problème, c'est plutôt tous les sujets un petit peu intermédiaires où c'est plutôt la technique qui a eu des bonnes idées qui ne correspondent pas au marché, quoi. On y revient, c'est une histoire d'adéquation aussi de marché d'idées. Monsieur Failly, je vous donne le mot de la fin. Merci. Non, moi, ce que le transfert de technologie entre des grands organismes et la PME, bien évidemment, ça nous intéresse, on y est attentif et il s'en passe. Mais au-delà de la création de valeur relative au transfert d'un brevet, d'une idée ou à travers une publication, c'est une création de confiance qu'il faut établir entre la PME et ces grands organismes, puisque je pense que l'un ne peut pas se passer de l'autre et l'autre ne peut pas se passer de l'un. Et je formule le vœu que tout le monde puisse continuer à transférer les choses gentiment et pour le bonheur de tout le monde. Voilà.